je présente c'est la première partie, au fond, de deux présentations. La deuxième partie, comme on vous l'a dit, se fera cet après-midi. C'est Pascal Morat, Robert Vergneux qui se chargeront de cette présentation. Présentation de ce qu'est aujourd'hui le plafond de la librairie et la reconstitution virtuelle de la librairie en 3D, chose à quoi je ne me connais guère. Et je vais là parler du travail qui avait été fait depuis assez longtemps en amont, par moi tout seul, puis par Anne-Marie Cocula, Robert Vergneux, Pascal Morat et moi dans le cadre d'Ozonius, puis avec une certaine ténacité, avec Robert Vergneux, Pascal Morat et les BVH, Bibliothèque virtuelle humaniste, et nous sommes allés, je m'arrêterai à ce qu'on peut appeler 2D, c'est-à-dire les deux dimensions, travail en deux dimensions. Mais alors, comme là, je n'ai pas, je ne savais pas qui serait là, qui ne serait pas là, que je ne savais pas si vous connaissiez Montaigne, les lieux, etc. Je me suis permis de présenter non pas seulement des inscriptions, je ne présenterai pas seulement des inscriptions au plafond, mais comme vous voyez ici, un portrait de Montaigne. Ça va aller assez vite, je ne commande pas toutes les images, il y en a un certain nombre. Voici, celle-ci je l'aime bien d'ailleurs, c'est un crayon de Quesnel, voilà. Celle-ci, c'est, bon voilà, ça se passe de commentaires. Alors, vous l'aimez, Montaigne, comme ceci, en buste mais sans fraise, comme ceci, couché avec un bout de collier, mais couché pour l'éternité, ou bien assis devant la Sorbonne ou le Collège de France, avec une fraise, voilà, un philosophe qui médite avec un sourire à la Voltaire, ou bien à cheval, mais avec la fraise quand même, voilà, ou comme ceci, n'est-ce pas, en dialogue avec comme peut-être la Boétie, t'es sur Bordeaux, bon, ça date déjà un peu, ça va très vite, mais bon, voilà. Alors, il y a aussi, donc, ce que Robert Vergneux et Pascal Morat, je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, donc je dis toujours les deux, ont pu faire une tête de Montaigne en 3D à partir, avec quelques retouches, mais à partir de ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire le gisant, la tête du gisant de Montaigne, et hier, en étant reçu vraiment de façon très agréable par Christian Mellerbès, ici présent, dans le château de Montaigne et la tour et le château de Montaigne, nous avons pu voir donc un exemplaire de ce buste sans fraise. Donc voilà, ce château dont je viens de parler, et donc ce château, le voici vu d'avion, c'est une carte postale. Vous pouvez, oui, avec la flèche ça va très bien. Ce qui nous intéressera aujourd'hui se situe ici. Mais vous voyez, ça c'est le château construit ou refait. Je ne vais pas reprendre toute cette histoire, mais le château reconstruit après un incendie qui avait détruit entièrement le château que Pierre Magne, acquéreur en 1859, décembre 1860 si vous voulez, que Pierre Magne, ministre de Napoléon III, avait acheté parce qu'il aimait beaucoup Montaigne aussi, et il est l'ancêtre de Monsieur Mellerbès. Donc, il y a eu cet incendie, cette reconstruction. Je passe pour parler en deux mots de cette église où sont enterrés bien des ancêtres de Montaigne, église romane, c'est l'église du village. Voici à portée de fusil, comme on dit au XVIIIe siècle, j'ai lu ça dans une lettre, à portée de fusil, l'allée qui mène
à ce château. C'est pas l'ancienne allée, hein, puisque la porte a été aménagée ici dans un mur qui, je l'ai appris hier, allait jusqu'ici, n'est-ce pas, jusqu'au bout, hein, un mur, une fortification qui avait été faite par le père de Montaigne, je pense, il avait eu cette autorisation. Au départ, la maison n'était qu'une maison forte. Voilà l'incendie dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'on continue à, comment dire, réparer et restaurer ce château. Et voici ce qui peut-être intéresse plus la reconstitution 3D, c'est la tour, ça c'est un lavis, hein, je ne sais plus exactement, avec une bretèche ici, que vous voyez, bah, c'est pas tellement plus grand, mais enfin là, on va, voilà. Je pourrais mettre les choses, ça serait plus agréable, en mode plein écran, voilà. Donc, une bretèche qui se trouvait, qui n'existe plus, hein, qui allait jusqu'au toit, et qui se trouve au-dessus de l'entrée à l'époque de Montaigne. Il s'était donc installé, il avait installé en tout cas sa librairie et sa tour au-dessus de cette entrée. Vous avez un porche qui mène à un jardin que voici. Voilà. Et c'est à partir d'éléments comme ceci, comme cette gravure, qu'on peut essayer, qu'on peut tenter une reconstitution qui avait déjà été faite avec donc Ausonius à l'époque, hein, et Pascal Morat, Robert Vergneux et Anne-Marie Cocula qui est ici présente. Et voici donc les deux façades. Bon, voilà l'état des reconstitutions déjà, qui date déjà de quelques années, hein, une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. De la terrasse, voilà ce que certains ont pu voir hier, pas exactement le même paysage, mais enfin, j'avais cette photo, belle terrasse, on voit bien que le château domine, je suis sur un tertre, dit Montaigne, domine ce paysage, il y a des vignes, il y a des bois, vous voyez. À droite, c'est le Périgord, et à gauche, c'est le Bordelais. Hein. Montaigne dit, je suis né aux confins, hein, des deux. Voilà. Quelque chose qui, dans ces bois, il peut y avoir quelques mauvaises surprises. C'est arrivé 2 fois à Montaigne de se faire arrêter par des bandits. Et par exemple ici, ceci c'est un détail que j'ai pris à la Fondation Bodmer, où j'étais allé travailler sur le Cancurs, une tapisserie, hein, où vous voyez comment on arrête donc des voyageurs. Le pays n'est pas sûr. Je montrerai une lettre, j'appelle lettre d'Orléans, qui était à la Bibliothèque nationale, qui passe pour perdu, où Montaigne dit qu'il a été arrêté alors qu'il allait vers Paris. Il avait été arrêté par avec ses compagnons de voyage, il ne voyage pas seul, par un certain Le Lignou, qui est un personnage qu'on retrouve bandit, qui est à la solde des protestants, ou qui revendique plutôt cette appartenance pour pouvoir commettre les délits qu'il souhaite. Contre des catholiques, en principe. Hein. Il y a là-dessus des erreurs, hein, qui ont été faites. Bon, passons. Voilà un bel âne, aujourd'hui. Quand les picoreurs sont un peu... quand les picoreurs sont dans les alentours, les paysans sont bien contents, dit Montaigne, de venir dans son château pour être protégés, hein, comme il se doit quand on est donc châtelain, gentilhomme. Bon, voilà, donc des vignes, pays vivait de vignes, mais il y avait aussi des céréales, hein, je crois, et beaucoup d'autres choses, prés, forêts, céréales, vignes. On emmenait cela
à Bordeaux, en passant par la Dordogne qu'Anne-Marie Coccula connaît mieux que personne ici. Donc le bateau ici qui est allé par des chevaux, petits chevaux que j'aime bien, ça se trouve, on ne peut pas le voir, vous le verrez pas, vous le verrez jamais. Ça se trouve dans les combles de la tour de Montaigne et l'escalier qui y menait n'y mène plus. Hein, voilà, mais il faut le passer ailleurs. Enfin, vous les verrez peut-être. Bordeaux, parce que c'est de là que vient la fortune de Montaigne et de sa famille. Bordeaux, je peux en parler plus que ça, mais c'est une gravure ancienne, fortifiée aussi. Le palais de justice. Alors, à Bordeaux, sa famille a fait fortune dans le commerce du hareng, du pastel et du vin. Hein, voilà, essentiellement. Le palais de Lombrières, où se trouvait, devant lequel a été brûlé, enfin, il n'y avait peut-être pas ce qu'on voit au premier plan, mais devant lequel a été brûlé pas seulement, comme on le dit souvent, le discours de la servitude volontaire de la Boétie, mais un ensemble de textes, dont ce discours, anonyme d'ailleurs, hein, voilà. Palais de Lombrières, et c'est là que Montaigne était donc conseiller pendant un certain nombre d'années. Je rappelais ici le souvenir de Catherine Almquist, qui est décédée très jeune et qui a beaucoup travaillé à Bordeaux aux archives, sur les arrêts de Montaigne et d'autres, la Boétie aussi, et puis maintenant Evelyne Chaguès qui a repris le flambeau, et moi j'y étais pour quelque chose un peu, à un moment donné, je travaillais avec Catherine là-dessus, et avec Evelyne aussi, à un moment donné. Voici enfin, après ces longueurs d'après, la tour. La tour ici, au deuxième étage, la librairie, ici chambre, ici l'escalier, tourelle d'escalier, des latrines montant de fond, comme disent les spécialistes, et un pavillon qui est accolé. La bretèche qu'on a vue tout à l'heure se trouvait ici, ouvrage défensif. Nous avons vu cela avec quelques privilégiés hier, dans d'excellentes conditions. La petite cour où toute personne entrant surtout à cheval par la porte se trouvait ici coincée et sous le feu éventuel de mousquets ou de petits canons. Ici un chemin de ronde dont Montaigne a voulu faire un promenoir, mais enfin a rêvé de faire un promenoir, mais il aurait fallu qu'on le fasse ou qu'on le fît pour lui, hein, parce qu'il n'avait pas envie de s'atteler à cette tâche, ce que je peux comprendre. Voilà, nous entrons, et ici, de retour au travail d'Ausonius, on va dire Ausonius pour simplifier, bien que maintenant, ce qu'on va voir tout à l'heure, ça n'est plus Ausonius, c'est, mais on vous expliquera ça mieux que je ne le ferai, c'est Archéovision, d'après ce que j'ai compris, c'est plus la même chose, mais je ne peux rien en dire de plus, n'ayant pas compris grand-chose. Alors, au rez-de-chaussée, Montaigne, vous la connaissez, cette description qui est à la fin de 3.3, c'est-à-dire livre 3 et 2.3 commerce, hein, à la fin, vous avez cette description. Au premier, c'est-à-dire au rez-de-chaussée pour nous, la chapelle. Ensuite, la chambre, où je me couche pour être seul, mais seulement à la fin de sa vie, hein, faut bien voir ça. Ici, la librairie avec le cabinet adjacent, la librairie, la bibliothèque, donc c'est cet étage-là qui va nous intéresser, et ici les combles, hein, où se trouvaient les dessins à la sanguine tout à l'heure. Chapelle, avec fresque de Saint-Michel terrassant le dragon, et les armes de Montaigne, ici aussi, une petite ouverture qui permet de relier la chapelle à la chambre et d'entendre l'office de la chambre. Un escalier assez rude
que Montaigne dit apprécier parce que c'est bon pour le cœur. Non, il dit pas ça. Il dit c'est bon. Il dit que ça donne de l'exercice, et ça c'est très bien, et que surtout peut-être ça éloigne de lui la presse, c'est-à-dire les gens qui viendraient l'ennuyer un peu trop souvent. On est à la fin de sa vie là. Autrement, il ne faut pas imaginer qu'il loge là, il loge dans le château. Hein. Et puis il est souvent ailleurs. C'est pour ça qu'il était à cheval tout à l'heure. Il est très souvent ailleurs. Il le dit d'ailleurs, il dit qu'il écrit les essais par intervalle. Pendant des mois, pendant de longs mois, il n'est pas là. Quand il revient, sa cloche l'éveille le matin, le fait trembler, voilà, à la Diane, parce qu'il aime bien dormir un peu tard. Et finalement, il s'accoutume au bout de quelques jours. Mais donc, ça signifie bien qu'il n'est pas là de façon permanente, que ça n'est pas un ermite, isolé, ou plutôt un stylite, isolé au sommet d'une tour ou d'une colonne. Bon, voilà, ça, je passe. Ce qui peut nous intéresser dans cette cheminée, c'est ceci. Et enfin, après être passé là-dessus, enfin, une première inscription, voilà, puisque je suis quand même là pour parler des inscriptions, et donc le A un A dont on ne sait pas trop quoi faire, qui se trouve sur la cheminée, il est doré sur fond bleu. Auparavant, vous avez vu une couronne que Gallier-Lapeyre en 1870 être une couronne ducale. Là, je leur fais confiance, je ne sais pas. Et on monte tout de suite, quand même, vers la librairie, en passant par les latrines, et ici, donc, l'entrée. Vous avez la librairie ici, le cabinet ici. Avant encore les inscriptions, très vite dans le cabinet, des peintures, un trompe-l'œil architectural que vous voyez, vous devinez. Il ne reste pas grand-chose, mais on peut identifier ça grâce à une lettre d'un peintre de la fin du XVIIIe siècle qui a décrit cela. Là, une Vénus dans ce médaillon, et puis au-dessous un vase à godron à 2 anses. Et voici comment, sous UV, on peut voir ce corps. Est-ce celui de Vénus, probablement, avec Mars, qui est donc allongé ainsi. Bon, voilà, travail donc qui s'est effectué avec Ausonius et des gens de Castres, si je me souviens bien, et également le centre d'études, le centre d'application de l'archéologie, de la physique à l'archéologie, ou de la chimie à l'archéologie. Voici une peinture qui représente ce que nous allons voir, après avoir, avec Michael Robert à l'époque, au Centre de la Renaissance, vu quelles étaient les lignes fortes. C'est un homme qui est en train de, on le sait, si on lit Valère Maxime, qui se fait allaiter par une femme, et cette femme c'est sa fille. C'est un homme qui a été condamné à mort par inanition, et sa fille trouve le moyen d'entrer, et comme elle a un petit enfant, elle allaite son père. Chose un peu étrange pour nous, et que vous trouvez, c'est ce que j'avais dit, donc nous verrions, je ne sais pas si Rémi est là, mais que nous verrions donc sur une marque d'imprimeur, voilà, c'est ce dessin-là, avec ici les barreaux. Voici les 4 scènes qui présentent des scènes de piété filiale, soit donc fils et mère, fils et père, etc. Et donc dans le bas à droite, cette fille qui allaite son père, c'est appelé très souvent la charité romaine. Enfin, cette inscription dans ce cabinet, cette inscription par laquelle, que je ne vais pas détailler, mais par laquelle qui a été repeinte, voilà, un certain temps, par laquelle Montaigne dit qu'il va désormais se consacrer à sa liberté,
à la tranquillité et au repos. Et otium, c'est le repos, mais c'est le loisir si on veut, mais il faut laisser la civilisation des loisirs. Le loisir, c'est-à-dire le temps qu'on prend pour soi. Et ce temps qu'on prend pour soi, finalement, avant il prenait beaucoup de temps pour les autres, beaucoup plus qu'on ne l'a dit, hein, en particulier au Parlement, et il est pertaesus, c'est-à-dire saturé, hein, de toutes ces tâches parlementaires, et il veut maintenant se reposer sur le sein des Muses, se blottir sur le sein des Muses, ou dans le giron des Muses, d'ailleurs, c'est un singulier. Donc, ça a lieu le jour de son 38e anniversaire, ou la veille, enfin bon, peu importe, c'est la date de cette inscription. La date, le millésime a disparu, mais il suffit de le calculer, c'est 1571, c'est-à-dire ce moment de l'installation d'un lieu qui était un lieu prévu pour la défense du château, hein, pour la défense de l'entrée, et qu'il a simplement aménagé, fait peindre, hein, comme vous le voyez ici. Et son peintre, c'est peut-être celui dont il parle dans De l'amitié, ici placé au centre d'une paroi. Ça ressemble tellement qu'on a envie quand même de les faire coïncider. Au centre d'une paroi, un tableau bien élaboré autour des grotesques, ou comme ici des rinceaux habités, vous voyez des végétaux, petits oiseaux, voilà. Et ici un oiseau encore qui vient picorer donc une grappe. Je laisse les réminiscences antiques. Pour passer dans la librairie, il faut passer sous cette scène de naufrage où il y a également une inscription. Et nous voici enfin donc dans la librairie. Voilà, voici. Je ne vais pas relire cette description. Le siège est devant ce qu'il appelle le plat, c'est-à-dire la conduite cheminée, la cheminée qu'on a aperçue tout à l'heure. Un renfoncement ici, c'est une des premières vues. Moi, ce qui me frappe, moi, dans sa description, c'est là, tant de mètres de vide, hein, de diamètre, le vide et les vues. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, apparemment, ne se précipite pas sur ses livres, hein, c'est les vues qui sont intéressantes. Avec le cabinet, on voit des quatre côtés, on peut tout surveiller d'ailleurs. Hein. Surveiller l'entrée, surveiller ce que font les uns et les autres, tout en se donnant du bon temps. Il est à un poste tout à fait important. Vous voyez ces petites choses-là, bon, je les montrer ici, peut-être encore ici, voilà. C'est un élément, peut-être on va s'en servir tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure, c'est un élément qui permet de voir où pouvait s'arrêter le meuble de bibliothèque. Il existait, nous le savons, fin 18e, c'est décrit, hein, c'est décrit alors ça, pas cette pâte-là, je ne sais pas comment appeler ça, un piton, une pâte, enfin peu importe, on peut penser à des pâtes à glace, mais c'est décrit en 1860-61. Au début du siècle, il y avait encore des planches, des étagères, mais j'en dis pas plus. Voilà. Vous voyez que c'est défensif, ça reste défensif de ce côté-ci. Et voici pour une deuxième vue, de libre prospect, on voit loin. Et une troisième vue, est-ce que ces choses ont été retrouvées à Montaigne dans des communs, je crois, ou des étables, ou des écuries plutôt. Est-ce que cette selle lui a appartenu? Est-ce que ces girouettes sont celles du château primitif, peut-être? Je ne sais pas. Voici le plan que l'on peut faire que j'avais fait des inscriptions de ce plafond, du plafond qu'on a aperçu tout à l'heure. Vous voyez 3 travées, 2 poutres. Voici, voilà, on peut faire ça. Voici comment se présentent ces inscriptions. Parfois, vous voyez qu'elles sont superposées. Ici, vous avez un mélange de grec et de latin.
et ici un petit P, par exemple, sous le N. Hein. Alors, optem, c'est du latin, mais autrement, on pourrait être éouton, hein, éouton, ça c'est du grec. Vous voyez? Alors, en 1971, je crois, le restaurateur qui a fait ce qu'il a pu, il a laissé un certain nombre de choses que je trouve intéressantes, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, parce que là où il ne voyait pas bien, il a laissé, donc on peut arriver à restituer les inscriptions primitives, les plus anciennes. Ici aussi, vous voyez, c'est pas toujours, c'est assez embrouillé parfois. Vous voyez ceci qui va vous permettre de voir les choses d'un peu plus près. Vous avez ici Cognoscendi, pour Cognoscendi, qui n'a pas été bien identifié, le M. Et en dessous, vous avez un A. Ça pourrait être un A romain ou un A grec. Vous avez ici, on ne sait pas trop quoi pour l'instant. Ici, vous avez un accent, d'accord, qui n'a pas été touché. Vous avez un P ici, c'est un Rho, un K, arc et Ya, autarkeia. Hein, et ça, c'est un upsilon, c'est-à-dire une sorte de Y, si vous voulez. Autarkeia. Et au-dessus, là, mais on ne le voit pas, il y avait ce qu'on appelle un esprit pour dire s'il y a aspiration ou pas en grec. Voilà pour certains votre première leçon de grec. Voici donc autre chose, ça c'est que du latin. Vivendo, et au-dessous, quomodo. Encore un exemple. Alors je passerai sur tous les détails techniques ou chimiques. Hein. Res omnes, ça a été repassé, mais ce qui n'a pas été repassé, c'est ce qui est au-dessous. Et ce qui est au-dessous, c'est A, lambda, al, I, sigma, hein, aliston, T, le taux, le T, ici, hein, un omicron, O, un nu, un N, aliston, aliston, probablement ici, il y avait un kappa, caliston, hein, puisque voilà, ça pour ça, il faut évidemment manier un peu le grec. C'est l'ancienne, voilà, c'est ce plaisir que j'ai eu de faire ce travail de découverte, voilà, déjà un petit bout de temps. Ce qui m'intéresse ici aussi, c'est que, et ça intéresse le travail qu'on a fait avec Pascal, que je vous montrerai tout à l'heure, c'est que ces lettres qui n'ont pas été retouchées nous montrent comment l'oméga avait comment était dessiné, ou peint plutôt, puisque c'est peint l'oméga. Ici, vous reconstituez A, alpha, nu, θ, à condition que vous mettiez quelque chose ici, un P, c'est un Rho, anthropone, hein, c'est l'homme, voilà. Et puis, pour montrer ceci, ce qui n'a pas été retouché, encore une fois, c'est ça qui m'intéresse, hein, le cacon, ici, qui indique une ancienne inscription, alors que Olon a été retouché plus ou moins bien, puisque l'esprit et l'accent n'ont pas été bien vus. En revanche, vous voyez, pour ceux qui, parmi vous, auraient fait du grec, que ce qui ne sert pas toujours, finalement, c'est que cet accent se trouve non pas ici, mais sur la finale, sur la consonne finale. Il n'y a pas d'accent sur une consonne, sauf que à l'époque, on le fait très volontiers. C'est pas l'exemple que je vous donne ici, mais j'ai cherché évidemment dans un certain nombre de livres que, justement, Paul Vessière, notre ami, avait mis à ma disposition, voilà longtemps encore, et voici un peu ce qu'on pouvait trouver sur une édition Aldine, et c'est ce qui nous a amené avec, alors, bon, je dirais à Pascal ce qu'on a fait, je vois que, voilà, ça c'est le travail que nous avons fait avec Pascal à un moment donné, c'est-à-dire qu'à partir d'une photo centrale, ici, vous voyez, celle-ci est curieuse, hein, à partir de cette photo centrale, voilà, donc ça a été, il est possible de retrouver l'inscription antérieure et la supérieure. L'antérieure elle est là, la supérieure elle est là. Alors, supérieure ou gare ea phroné ein,
Vous voyez, phroné et in, mais le E n'a pas été vu, le C a été vu, et il appartient, lui, à l'inscription inférieure, summum nec metuam, etc. Je vous passe le reste. D'accord? Voilà un exemple. Même chose ici. C'est la version. Nescis homo hoc an illud, etc. Bon, le I, voilà. Mais ici, rapit, et pas rabit, hein, voilà, le D, ça c'est un D, et en dessous un P, hein, come cunque rapit tempestas, etc. Et ça se trouve dans les essais, ça. C'est une citation qu'on trouve dans les essais. Bon, je montre, voilà, vous voyez, ce genre de choses. Bon, voilà, ce travail a été fait dans des couleurs différentes. Voilà, on avait le détail, mais... ah oui, quelque chose que je vous fais remarquer tout de suite, vous l'avez certainement déjà remarqué, c'est que dans chaque travée, il y a une solive extrême qui présente une inscription orientée dans le sens inverse des autres. Donc, qui indique donc qu'il y a une circulation. Pour l'instant, restons-en là. Même chose ici, dans la deuxième travée, vous voyez, c'est le cas ici. Regardons ceci. Et au Hutton, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, il reste un peu du P ici, et le P, ben, on va le faire, hein, thème, nec hoc thème, c'est la fin d'une inscription sous-jacente. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est lorsque j'ai cherché les sources, et que j'ai pu voir, je savais bien que Montaigne avait lu Stobé, c'est pas moi, je viens après d'autres, hein, comme chacun d'entre nous. Alors, je regarde Stobé et je m'aperçois que, vous voyez ici, les quatre choses que j'avais découvertes se trouvent dans la même page du Stobé, et ici, 3 autres dans la même page du Stobé. C'est-à-dire que Montaigne a pris une page qui l'intéressait et a dû proposer à son peintre de peindre ces choses-là sur l'orgueil, ça c'est pas inintéressant, et sur le bonheur. Ce sont les thèmes majeurs, hein, de la lecture, hein, du texte du plafond. L'orgueil de l'intelligence humaine, et ça n'étonnera pas les gens qui ont lu Montaigne, hein, et la recherche d'un bonheur simple, ça également. Hein. Bon. Alors, ici, autre source, Diogène Laërce. Et ça, on commence déjà, c'est en prévision cet après-midi. Là, nous sommes à Libourne, et c'est un livre un livre de Diogène Laërce. Vous voyez qu'il y a ici 1, 2 et 3 citations. Je peux les lire rapidement. Celle-ci, Panti, Logo, Logos, Antikeitai. À tout discours, on peut opposer un discours de même force. Même idée, ici. Epeon de polus nomos enta kaienta. Quand on connaît le grec, on est peut-être un peu gêné par cette typographie. Il suffit de s'y mettre, c'est tout. Mais c'est un vers d'Homère, et ça on le savait, mais j'étais très content de le trouver dans Diogène Laërce. Il est là, à côté des autres. Même chose en haut, hein, Kaitomen un safes utis aner iden ude tis estai eidos. Hein, ça veut dire la vérité, la clarté, la vérité claire, la vérité. Personne ne la connaît, personne ne la connaîtra jamais. La vraie de vraie, la vérité lumineuse, indiscutable. Voilà. Alors, on a les vérités qu'on peut, hein, mais bon, on n'a pas ça. Est-ce que c'est l'idée de Montaigne? Je ne sais pas, mais il a fait peindre donc là-haut. Ce travail, donc maintenant, là, je m'avance vers un travail qui a été fait par Pascal avec et Robert, donc à partir de voilà, assez récemment, mais à partir du travail précédent, mais pendant et en collaboration avec les BVH. Voyez comment nos sentences, ainsi retracées, prennent place ici. Intéressant aussi de montrer comment nous pouvons voir ici la deuxième couche, c'est-à-dire ce qui a été
substituer à certaines sentences de la première. Alors bien entendu, il faudrait ici placer les sentences qui n'ont pas, on dit sentences ou inscriptions, qui n'ont pas été modifiées. Mais j'ai fait exprès de choisir ces deux images seulement pour montrer que vous avez deux possibilités pour les sentences en question, pour les solives en question, que j'ai appelées des solives palimpsestes, et dont le travail, dont l'exploration sous UV nous a permis de voir qu'elles étaient séparées, les deux couches étaient séparées par un badigeon qui devient fluorescent sous éclairage UV. Donc là, on a une confirmation de ce que de la superposition dont on pouvait déjà se douter. Ça, c'est la deuxième travée. Vous voyez la même chose, même travail. Je vous parlerai tout à l'heure de... ça, c'est le Epéon des Polus Nomos Enta Cayenta, qu'on a vu tout à l'heure. Le res omnes sundificiliores, etc. Je passe. Le Eoiton, qu'on a vu tout à l'heure. Le Quomecunque rapid tempesta. Il y a là moins de substitution. Et la troisième qui vient... Voici la troisième. Même reconstitution. J'attirerai votre attention sur rien, parce que c'est sur l'autre, mais on ne va pas chercher. Voilà donc les... Ah oui, ça c'est... J'ai peut-être pas la bonne vue, parce que on a ceci, oui, ça c'est ce que j'ai déchiffré, voilà, pas très longtemps. C'en est une de plus. Ça, c'était fait. Ça, peut-être, n'aurait pas sa place ici, parce que c'était déjà là dans la première... c'est pas une nouveauté, c'était là semble-t-il, en tout cas, il n'y a pas deux sentences superposées ici. Je reviens là parce que... voilà, c'est celle-là que je voulais vous montrer tout à l'heure, qui est la deuxième que j'ai découverte récemment en retravaillant. Ça m'a été pénible de me remettre à ce travail. Très franchement. Mais quand on trouve quelque chose de nouveau, alors ça c'est quand même très bien, parce qu'on est remis dans la même situation que celle qu'on avait eue, qui était un plaisir de trouvaille quand on est chercheur. Cite fata ferunt, fer fata ferere ferentes fata ferunt rapiunt minus illa feras. On se demandait bien ce que c'était, donc je vais pouvoir vous le dire. C'est en ligne maintenant, grâce au travail fait en collaboration avec l'ORAN, sentence peinte au plafond de la bibliothèque de Montaigne, voilà, et j'ai pas voulu refaire ce que j'avais fait sur papier, c'est l'occasion, c'est la possibilité, la version numérique, c'est la possibilité de faire, d'utiliser différentes couleurs. C'est peut-être pas assez marqué, là. Peut-être qu'il faudra revoir ça. Je ne sais pas. Mais vous voyez, soit la lettre est repeinte, au moins de restauration partielle vers 1860, puis en 1871, je ne peux pas les distinguer. Soit la lettre est corrigée par moi quand le repeint est manifestement fautif, comme le M de tout à l'heure pour Cognos-Candy. Soit la lettre est d'origine, tout parti. Soit la lettre est en négatif, je ne sais pas comment appeler ça, moi, chimiquement. Le pigment noir a disparu, le badigeon blanc est resté suivant le tracé de la lettre. Vous avez vu ça tout à l'heure dans un O de anthropone. Soit la lettre est restituée, en l'absence de tout vestige et en fonction des lettres voisines du mot. Alain Legros n'aime pas tellement son nom, mais il a l'air d'aimer beaucoup ses initiales. Voilà. Pardon. Voici donc ce que ça peut donner dans... ah oui, c'est bon comme ça. Autarkeia, je prends la 2. Autarkeia pros passine edone dikaya, c'est pas toujours très net, là ça va peut-être l'être. Voilà, les accents, vous voyez les différences de couleurs, ça vous les verrez mieux évidemment sur le site. En dessous, sans majuscule, la translittération, la traduction, le vrai plaisir c'est la totale autonomie, on peut traduire ainsi, et la source, Sotades de Maronnet, dans Stobé, etc. Vous voyez, ça se présente, ou ça se présentera comme ça. La petite nouveauté, c'est ceci, par exemple, si te fata ferunt fer fata, etc. Si les destins te portent, supportent les destins et laisse-toi porter, ceux qui les supportent
les destins les portent, si tu ne les supportes pas, ils t'emportent. J'ai essayé de traduire ça en jouant beaucoup de ces jeux, parce que c'est un jeu de mots constant, sur ferrer qui veut dire porter, supporter, porter et supporter, hein, dans ce contexte. Et c'est une traduction par Buchanan, de George Buchanan, qui a été le professeur de Montaigne au Collège de Guyenne, et Montaigne avait joué dans 2 pièces de Buchanan, qui, dans son contrat de professeur, avait l'obligation de créer une pièce par an, au moins, hein, je crois, et il avait traduit ici une épigramme grecque de Palladas recueillie dans l'anthologie palatine, Eitophéron, Sephéraï, Ferré, etc. Comment est-ce que j'ai trouvé ça? On n'est pas dans les mêmes situations, j'ai moins de mérite, c'est évident que quelqu'un qui trouverait ça au XVIIIe siècle. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas mettre ça sur Internet? Je cherche, et je tombe sur un site, sur ce que venait d'écrire Nathalie Catellani-Dufresne, hein, sur le site Études épistémées, etc., hein, et c'est elle qui m'a permis de retrouver non seulement à la fois le sens, la source et le texte, parce que les trois ça va ensemble. On n'a pas accès à l'un sans avoir accès au reste. Donc vous voyez, ça c'est un des plaisirs, donc je voulais vous le montrer, et une des chose aussi, une des acquisitions. Hein, alors, il suffit après d'aller au manuscrit, et puis de demander les manuscrits de Buchanan, et ceci que vous trouvez du grec aliter, autrement, cite fata feroun, fer fata, ferere, ferentes, fata feroun, trapien sin minus illa feras, et par une autre main, cite fata, etc. Hein, vous l'avez donc dans le recueil des manuscrits de Buchanan. Nouveauté également, Pascal s'intéressait beaucoup aux sentences, mais avait jusqu'ici négligé les poutres. Et les poutres maîtresses, cette fois, il les a donc, je dis ça en plaisantant, hein, il a donc photographié, hein, c'est ce que je vous montre, c'est-à-dire les voies sceptiques, Moreduque et Sensu, je prends ceci, ou Catalambano, je ne comprends pas, Skeptoma, je continue à chercher, je cherche. Alors, tes conclusions, je sais pas, je cherche. Je suis en train d'examiner, je n'ai pas fini. C'est comme ça que j'entends Skeptoma. Être sceptique, c'est ça. Enfin, en tout cas, quand on est pyrrhonien. Et puis alors, quand on cherche toujours et qu'on ne prend jamais de décision, qu'on ne juge jamais vraiment, il faut quand même bien agir. Eh bien, Moreduque sensu, voilà les conduites, voilà comment est-ce qu'on conduit l'action. Hein, mos, c'est la coutume, mais aussi sensu. Sensu, c'est-à-dire ce qu'on sent, le ressenti, comme on dit parfois laidement aujourd'hui. Hein. Ce qu'on ressent, et puis quand même équilibré, hein, tempéré par la coutume. Les autres ne sont pas idiots. Et peut-être qu'il faudrait agir dans ce sens. Parlons de conservatisme si on veut, mais enfin, je ne sais pas si ce mot a beaucoup d'intérêt. Arepos, sans pencher, vous voyez, judicio alternate, nante, je balance, je vais de l'une à l'autre thèse, et Epeco, bien sûr, qu'on a rencontré hier, que Montaigne traduit par « je soutiens, je ne bouge ». Alors cet Epeco, vous le trouvez dans l'exemplaire de Bordeaux, au moment où Montaigne décrit résume la position pyrrhonienne qui semble avoir sa faveur. Il dit il y a 3 écoles, hein, je résume rapidement, il y a 3 attitudes philosophiques. Il y a ceux qui disent qu'on peut savoir et qu'on sait ceci. Il y a ceux qui disent on peut rien savoir et donc on sait pas. Hein. Ces deux, c'est à peu près la même chose que la première, c'est aussi dogmatique, puisque dire qu'on sait pas, c'est dire qu'on sait pas, voilà. Et puis vous avez ceux qui cherchent, ceux qui savent pas, ceux qui sont encore en suspens, hein, c'est ceci. Et alors, un jeton, ce jeton dont nous parlions, hein, médaille, jeton, mais Marie-Luce pourrait en parler beaucoup mieux que moi, et en parlera certainement à un moment ou à un autre, Epeco, 43 ans, 1576, avec une photo que j'avais prise
mais qui était mal prise, vous voyez, mais je ne peux pas remettre la balance en équilibre, donc ma balance est malheureusement tout à fait en déséquilibre. Et Péco, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Que Montaigne traduit par « je soutiens, je ne bouge ». Ça me paraît intéressant pour la suite. Voici le droit de ce jeton, avec le collier de Saint-Michel, les armes de Montaigne, et puis Michel, seigneur de Montaigne. Un seul texte ici, parce qu'il me paraît intéressant. Leurs façons de parler sont « je n'établis rien, il n'est non plus ainsi qu'ainsi, ou que ni l'un ni l'autre, je ne le comprends point, les apparences sont égales partout, la loi, c'est-à-dire la possibilité de parler, est pour et contre est pareil, rien ne semble vrai qu'il ne puisse sembler faux, leur mot sacramental, c'est épéco, c'est-à-dire je soutiens, je ne bouge », c'est connu, je ne vais pas aller plus loin dans cette lecture, très bien, mais je la rapproche de ceci. J'essaie de soustraire ce coin, là où il habite, ce coin, et peut-être justement la tour, à la tempête publique, comme je fais un autre coin en mon âme. Notre guerre a beau changer de forme, se multiplier, diversifier en nouveaux partis, pour moi, je ne bouge. Et Péco, c'est pas je suis dans l'hésitation, et Péco, c'est je tiens bon. C'est le sens exact des Péco. Et puis ceci, la parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l'écoute. Cette huissier se doit préparer à la recevoir selon le branle qu'elle prend, comme entre ceux qui jouent à la paume, celui qui soutient. Tennis, tenez, c'est un rapport. Celui qui soutient se démarche et s'apprête selon qu'il voit remuer celui qui lui jette le coup et selon la forme du coup. Une petite image pourrait rendre compte de ceci, et celui qui soutient et ne bouge, ce serait le personnage de droite. Il est prêt à réagir. C'est pas une attitude on est dans l'action, on n'est pas dans un retrait lâche. Voilà. Alors cette chose qui vient d'arriver, que Pascal. Alors tout à l'heure on a vu. L'image que Marilus a montrée était une image précédente. Là, le travail est terminé, en particulier ici. Je vais essayer. Voilà l'ensemble du plafond. C'est une photographie. Nous ne sommes pas ici dans une restitution 3D, mais elle est extrêmement pratique. Comme vous voyez, on peut grossir. Je pourrais le faire beaucoup plus, je ne vais pas le faire, mais on peut avoir des détails. Vous voyez tout ceci. Voilà. Alors les poutrissons, c'est parfait ça. Ça, j'aurais bien aimé avoir ça dès le début, mais il aurait fallu que Pascal se mette à travailler sur cette question il y a plus de 20 ans. Bon. Voilà. Vous voyez ce qu'on avait vu tout à l'heure, bon, tout est là. Ce sont les photos, là. On a travaillé sur la restitution, mais ce sont les photos. Bon, donc vous voyez, tout ça, c'est tout à fait utilisable. J'ai presque fini, mais comme au fond, je regarde toujours s'il y a des inscriptions ici ou là, je n'ai pas manqué de voir celle-ci que Christian Mellerbès, ici présent, donc connaît peut-être, qui est, c'est lorsqu'on va vers l'auberge, mais ça doit faire partie de la propriété. J'ai pas cherché à la lire, mais bon, voilà, ça me paraît intéressant faudra le faire un jour. Ceci, qui est assez différent, assez différent, c'est comme, c'est un bout de l'inscription qui était sur le linteau du collège de Guyenne, qui se trouve au musée d'Aquitaine. Et voilà, la date est 1543. Et vous pourrez voir, je l'ai prise comme ça parce que j'arrivais pas à la prendre dans son ensemble. Ça donnait rien avec mon petit appareil. Vous voyez le nom d'Ozone qui est là, et puis encore le nom d'Ozone. Alors c'est pas tout à fait ça, c'est Ozonium. C'est dédié, le collège est dédié à Ozone, le grand poète bordelais, la gloire des gloires, avant que ce soit Montaigne finalement pour Bordeaux, ou Montesquieu, ou Mauriac. C'était donc Ozone, et Ozone, poète latin, Ozonium. Et ce qu'on cherche à faire
donc chez les dans ce collège, c'est des petits Ausonius. Hein, on cherche à... je vais vous montrer ceci. Voilà. Voici l'ensemble de l'inscription. Je la lis pas. Y a-t-il ville plus digne d'héberger les muses que celle qui a produit Ausone, fils de Phébus? Aussi, peuple studieux des collégiens, vénère en Bordeaux ta patronne et donne beaucoup d'ozone à tes concitoyens. Voilà quel est le programme. Et en 1543, Montaigne est passé, c'est par là qu'il devait passer, quand il était autorisé à sortir du collège, c'est par là qu'il pouvait passer pour y retourner. Voilà. Vous voyez cette inscription, elle est au musée d'Aquitaine, elle est ici dans toute sa largeur, et place au tombeau, dont on a vu tout à l'heure un petit détail, au tombeau, parce que comme vous voyez, il y a des inscriptions. Celle-ci, hein, je vais les lire après, hein, pas maintenant, celle-ci, en latin, alors j'ai pris la photo que je pouvais, pas facile, hein, parce qu'il y a des projecteurs, et celle-ci. Alors évidemment, on peut, c'est plus pratique si, vous voyez, là, on peut peut-être vers le bas, voilà, là, on peut voir quelle est la qualité du graphisme, et celle-ci, pareil, peut-être on va pouvoir voir un peu, mais c'est pas facile, hein. Non, elles sont pas bonnes, mes photos, mais bon, voilà, c'est comme je fais ce que je pouvais. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, c'est que vous puissiez voir qu'il y a ce qu'on peut appeler des esprits carrés. Chose qui étonne toujours un helléniste aujourd'hui, il ne connaît pas ça, c'est rond. Et là, c'est un esprit carré, hein, et c'est-à-dire la moitié... je passe sur les détails. Mais c'est la même chose que ce qu'on voit donc au plafond de Montaigne, hein, même graphique, et chez Alde, et dans des éditions baloises grecques. C'est en rapport avec la typographie. Pour moi, c'était très important d'aller vers les impressions grecques. Voici donc l'épitaphe latine en prose. Ici, un document que je n'ai pas trouvé, hein, mais qui permet de voir, j'ai quand même envie d'y passer un tout petit peu de temps, puis ce sera la fin, de toute façon, pour les inscriptions. Voici une version préalable que Jules Delpy avait recueillie, je crois, ici. Monument consacré à Dieu très bon et très grand, à Michel de Montaigne, Périgourdin, fils de Pierre, petit-fils de Grimont, arrière-petit-fils de Raymond, chevalier au collier torsadé de l'ordre de Saint-Michel, citoyen de Rome, ex-maire de la cité des Bituriges Vivisques. C'est ici, vous êtes chez les Bituriges Vivisques. Homme dont l'existence est tout à la gloire de la nature, dont la douceur des mœurs, l'intelligence aiguë, l'éloquence hors du commun et le jugement incomparable ont été jugés surhumains, lui qui a eu, il n'aurait pas aimé ça, hein, lui qui a eu pour amis les plus grands rois et les princes de la terre de Gaule, même les chefs du parti dissident, alors qu'il gardait, lui, une fidélité absolue aux lois de ses pères et à la religion de ses ancêtres, lui par qui nul n'a jamais été offensé, ni flatté, ni flétri, et qui a été apprécié de tous unanimement, lui qui, ayant toujours professé de lèvres et par livres une sagesse fortifiée contre toutes les menaces de souffrance, c'est plutôt sa sagesse qui est fortifiée ici que sa maison, voilà, toujours professé de lèvres et par livres, toutes les menaces de souffrance, fit de même à l'approche de la mort, après avoir lutté vaillamment contre les assauts répétés, je sais plus, j'ai sauté la suite, mais tant pis, page est tournée, comme pour les pianistes, mettant ses actes à la hauteur de ses paroles, quand, selon la volonté de Dieu, il donna à sa belle vie une belle fin. Et il est dit dans l'inscription ou dans cette préparation, qui est un peu lourde, hein, comme vous voyez, j'espère avoir rendu la lourdeur du style, et donc, il est dit qu'il était expert dans l'art du pour et du contre. Ça m'intéresse assez. Ou à moins que ce soit d'ailleurs dans la suivante. Alors bon, voilà, Françoise de la Chassagne, vouée, hélas, à un deuil perpétuel, a fait ériger ce monument pour son époux chéri, homme d'une seule épouse, pleuré à juste titre par la femme d'un seul homme. Magnifique, hein. Voilà. Il est mort à 59 ans, 7 mois, 11 jours, en l'an de grâce 1592, aux ides de septembre. Je passe maintenant, donc, à cette épitaphe grecque
ou plutôt à sa traduction, hein, l'épitaphe dont vous l'avez en haut. Ça, c'est pas très difficile à prendre, hein, ça. Et puis, j'ai eu des prédécesseurs. Mais enfin, ce qui m'amuse, moi, c'est de le faire d'abord tout seul, et puis d'aller voir après comment on fait les autres, hein, parce que sinon, je trouve pas ça bien amusant. Alors, ceci, ayant vu ce tombeau et mon nom, passant, tu t'interroges, Montaigne est-il donc mort? Mets fin à ta stupeur, il n'était pas à moi ce corps, cette noblesse, ce malheureux bonheur, ces honneurs, ces pouvoirs, jouet mortel de fortune. Enfant divin du ciel, je descendis sur la terre des Gaulois, non le 8e des sages de la Grèce. Toujours cette présence, cette prégnance des 7 sages. On oublie toujours, à mon avis, quand on parle de philosophie, de Montaigne philosophe, l'importance de ces petites phrases. Vous verrez, quand je montrerai quelques notes de Montaigne en marge du Terence, l'importance de ces petites, de ces paroles des sages. Il y a les paroles, bien sûr qu'il y a les voix sceptiques, on a vu tout à l'heure, il y a les paroles des sages, hein, ne serait-ce que le connais-toi toi-même, qui suffirait à expliquer pourquoi quelqu'un se met à écrire, et pour savoir qui il est. Voilà. Tout en sachant qu'il n'y arrivera pas. Enfin, il comprend assez vite. Enfant divin du ciel, je descendis sur la terre des Gaulois, non le 8e des sages de la Grèce, ni le 3e des Ausoniens, mais valant à moi seul tous les autres, en profonde sagesse et langage fleuri, et j'ai allié à la doctrine chrétienne le doute pyrrhonien. Voilà ce qui est écrit juste après la mort de Montaigne. C'est un état de la première réception de Montaigne, je ne sais pas si on en tient compte, hein. C'est un état de la première réception de Montaigne. Il a allié à la doctrine chrétienne le doute pyrrhonien. Est-il le seul? Pourquoi? Voilà. Est-ce possible? Voilà. Question. Mais voici que l'envie s'empara de la Grèce et puis de l'Ausonie. Moi résistant à l'envieuse querelle, j'ai regagné ma place au ciel, là-haut, dans ma patrie. Ce sont des vers, hein, qui sont des vers grecs. Bon, je passe là-dessus. Et puis, pour terminer, les inscriptions ont inspiré parfois des gens, des calligraphes ici. Bon, j'ai le livre, hein, je crois qu'il est en vente. Je sais pas, non, il n'est plus en vente, on ne le trouve plus maintenant. Ceci, c'est un philosophe qui s'appelle Frédéric Schifter, qui est assez médiatique, moins que Onfray, mais quand même pas mal. Le plafond de Montaigne. Alors j'étais assez amusé. Tout ça, c'est extrêmement narcissique et je vous remercie de me le pardonner, mais par la suite, je me tairai. Jamais je ne dirai que le mariage apporte plus de joie que de larmes. C'est une des phrases que j'ai. C'est pas d'Euripide, je crois, c'est de Sophocle. C'est dans Ajax, c'est déjà une petite erreur, mais voilà. Les seules filles qui m'embrassèrent sur la bouche, alors que je n'avais pas encore 10 ans, étaient mes 2 cousines germaines, âgées quant à elles de 14 et 16 ans. Je ne me prive pas du plaisir de vous lire les premières lignes. C'est simplement une entrée, en fait, il fait un peu ce qu'il veut, mais à partir d'une inscription de Montaigne. Ceci, qui est, ma foi, aussi assez intéressant, Philippe Solers. Ici, un souvenir personnel. J'ai 12 ans, dit Philippe Solers, à Bordeaux. Et on emmène les élèves des lycées Montesquieu et Montaigne visiter le château de la Brède et la tour de l'auteur des essais. Là, je suis ébloui. Quel est ce fou qui a multiplié sur les poutres et les solives de sa librairie des sentences peintes en latin et en grec? Il faut être, à mon avis, un peu plus fou pour les étudier que pour les avoir préparés. Ça se déchiffre. Message crypté. Ça se déchiffre. 12 ans, hein. Ça se déchiffre. Message crypté, comme venu d'une autre planète. Exemple, en jugeant l'un par l'autre. Et puis, aucune prépondérance. Et puis, pas de vrai plaisir sans totale autonomie. Ah, celle-là, elle n'avait pas été trouvée à son époque. Hein. Et puis, heureux qui joint la santé du corps à l'exercice de la pensée, celle-là non plus. Et puis, ciel, terre, mer et toute chose un néant, oui. Et puis, partout le vent m'emporte, je m'installe un moment. Ça, c'est une traduction, évidemment, ce sont mes traductions. Mais pourquoi pas? C'est bien, ça sert, c'est fait pour. Et Solers s'en sert. Et j'ai donc compris. Ce type est épatant. Non seulement je vais lire son livre, mais j'ai décidé, je vais faire comme lui. Il a 12 ans, mais ça, c'est bien, c'est un beau témoignage. C'est décidé, je vais faire comme lui, de la magie à travers les murs et sur le papier, épatant parce que parfaitement schizophrène. D'un côté, il est conseiller au Parlement de sa ville avant d'en devenir le maire. De l'autre, il voyage beaucoup, il passe jusqu'à 8 ou 10 heures à cheval, où sont mes plus grands entretiens. Il est aussi bien à Paris qu'à Rome. Excusez-moi, cette chose-là, voilà. Où il embrasse la pantoufle du pape Grégoire XIII, qui élève gentiment le pied jusqu'à son menton, avant d'aller déposer, etc., etc. Bon. Voilà. Hélène Sixous,
on m'avait demandé une ou deux photos des sentences, des inscriptions, pour un article de la Bibliothèque nationale qui lui était consacré. C'était une interview, je crois, et on peut lire ceci. Voilà, je vais le grossir parce que c'est quand même très intéressant. Voilà. Moi, j'aime bien sa description. C'est le littéraire là qui parle, parce que je suis littéraire et j'aime bien ce mot finalement. Pardon. C'est le littéraire qui s'agace là. C'est ici. Il est un lieu qui revient régulièrement dans vos textes depuis plusieurs années. C'est la tour de la librairie de Montaigne à laquelle vous rendez visite chaque été. Que représente-t-elle pour vous? Un espace destinal, ben oui, je lis bien, où se rejoignent la vie et les livres à l'image de la lecture. Plus je tourne autour de la librairie de Montaigne, plus elle prend de sens et me laisse apercevoir ce qu'elle contient. J'y suis allé la première fois quand j'avais 19 ans et j'ai eu le sentiment qu'enfin j'arrivais à trouver une porte pour essayer de me faufiler dans ce pays de France qui m'était si totalement étranger. Puis j'y suis revenu sans spéculer, sans calculer, mais la répétition du retour a fini par faire livre, faire sens, produire des racines supplémentaires. Cette tour s'est adjointe d'autres tours. Et plus j'y suis allé, plus j'ai commencé à me demander ce que je faisais en y allant. C'est devenu comme une nécessité, comme un rituel chargé d'affect très primitif. Or cette tour est elle-même une bibliothèque et une mère. Elle est elle-même un livre et elle contient une quantité de traces que je n'ai pas fini de découvrir. Des traces qui ont été recueillies, répertoriées, dont l'inventaire a été fait, et des traces d'effacement, car cette tour est de plus en plus abîmée, même si elle tient à travers les siècles. Ça, je crois que c'est un leitmotiv, un topos qu'on entend depuis tout le temps, et que on ne peut pas s'empêcher de répéter, c'est dommage. Chaque fois que je vois la tour, il y en a donc un peu moins. C'est un peu curieux ça. Et un peu plus, puisque s'ajoute à cette tour tout ce que j'ai pu en penser, tout ce qu'elle a pu me chuchoter, comme une figure inépuisable de l'inconscient, et parfois je la vois soudain comme une sorte de figure mythologique, tout est là, et je me retrouve avec Ulysse ou avec Énée à l'entrée de l'Hadès, où je vois le rameau d'or. Je passerai rapidement sur Roger-Paul Droit qui reprend des choses que j'avais pu dire. Je le dis parce que ça m'agace, et c'est comme ça. Mais en même temps, ça me plaît, parce qu'au moins ça a été utile et c'est passé. Le message est passé. Le pire, c'est de rester tout seul avec ses découvertes et sa folie. Je n'ai pas pu, mais avant, Roger-Paul Droit écrit ce que j'espère ne plus jamais relire. Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre ne m'a fait. Ce qui signifie que il n'a pas fait son livre ne l'a pas fait, enfin personne, voilà, ça n'a pas de sens, bien sûr il faut enlever le nœud, c'est je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait, et sinon ça n'a aucun sens ce nœud explétif, hein, voilà. Mais je le dis parce que faut quand même le rappeler, ça, tellement la faute est faite. Un jour, j'ai eu la surprise on m'avait dit d'aller, tiens, il y a le printemps de je sais pas quoi à Paris, et d'aller dans un café des éditeurs près d'Odéon, et les sentences, mais les traductions se trouvaient ainsi exposées, hein, rude le fardeau, mais plus léger pour qu'il accepte. J'avais traduit ça comme ça à l'époque, et finalement, je préfère ceci, c'est-à-dire plus rien. Plus d'inscription, c'est un ami portugais, comme une gare de triage, comme des voies de tram, de train, près de chez moi, Saint-Pierre-des-Corps, qui viennent d'où, qui vont où, on ne sait pas trop. Inscrivez ce que vous voulez, voilà, c'est bon. Donc je m'arrête là, voilà. Parce qu'il y aura d'autres choses pour évidemment qui vont compléter et aller plus loin évidemment tout à l'heure. Voilà, j'ai fini. Je sais pas quelle heure il est. Nous avons 10 minutes pour poser des questions à Alain. Ou faire des remarques.
proposer des lectures différentes. Donc, oui. Et après, ça a une question tout bête. Non, c'est Alain, vous avez- Ah bah non, mais c'était pour mais je voulais dire un écrit. Bah oui, pourquoi pas. Donc une question sur l'exploitation des textes additionnels dont on n'a pas beaucoup parlé. On a bien vu qu'il y a des instruments de recherche. La question en particulier, c'était est-ce qu'on va développer des instruments sportifs pour travailler sur l'exemplaire de groupe. Donc je me demandais, par exemple. C'est demain, ça. Pardon? C'est demain. Ah oui, c'est demain qu'on va poser des questions. Demain, on va vous montrer toute l'école. Donc je pense que ça alors. On va déjà en parler cet après-midi, mais vraiment, justement, la façon dont on peut enrichir le texte avec un code qui permet de donner des informations supplémentaires, ça, on va vous montrer. Voilà. Alors, pour les sentences, on n'a pas embêté Alain avec ça. Moi j'ai une question pour Pascal, si c'est possible. Est-ce que j'ai empiété un peu, trop, pas assez? Non, ça va, ça va. Voilà. Ce que je voulais dire, simplement en anticipant peut-être un peu aussi, c'est que à chaque fois que dans les essais, il y a des sentences qui sont sur les poudres, ça sera marqué effectivement comme une annotation spécifique dans le texte et ça pourra apparaître sur le université qui permettra d'avoir toutes les couches en fait. Voilà. Y compris les couches qui ne sont pas des éditions. Hier, aux invités privilégiés, c'est pour simplement illustrer ce que vient de dire Marie-Lune. Hier, donc, j'ai montré quatre inscriptions. 4 inscriptions, tout le monde fait ça maintenant. Même Ah, mais c'est des chiffres. Ah oui, ça c'est insupportable. Les 1000, bon, enfin, pas ça. 4 inscriptions dans lesquelles, et non pas dans lequel, j'ai pas mal ça, dans lesquelles qui avait servi à Montaigne soit d'incipit, soit d'explicit, hein, c'est-à-dire soit de début, soit de fin de chapitre. Hein, dans 4 cas, ce qui est quand même intéressant, il y a un rapport, pas toujours, hein, mais il y a parfois un rapport peut-être fortuit, peut-être accidentel, il entre dans sa librairie, comme je disais, et puis il n'a rien en tête, il va écrire, il prend une inscription et il démarre. Oui, il démarre. Voilà. Il démarre en écrivant, ou il démarre en comme je pense, davantage, en dictant, en tout cas dans les années 1580, pour le premier livre, parce qu'il le fait très souvent. Et je sais pas, je l'ai pas fait remarquer tout à l'heure, mais vous avez vu que dans 2 travées, vous aviez les inscriptions dans une orientation donnée, et que la 3e, les inscriptions étaient dans l'autre sens, ce qui évoque donc une circulation, hein, une circulation d'une personne qui marche, qui dicte en se promenant, comme il le dit lui-même, et j'ai trouvé dans une lettre ça y est, le nom m'échappe, de son ancien professeur Muret, voilà, dans une lettre, Muret dit « Ah, c'est agaçant, je suis obligé d'écrire maintenant, alors d'habitude, j'ai l'habitude de dictare ambulance, de dicter en promenant. » Muret, enfin, je veux dire, c'est les mêmes pratiques. Ça ne doit pas nous étonner. De même que, je le disais hier aussi, c'est important, il dit qu'il a les yeux qui fatiguent assez vite et qu'à un moment donné, il est obligé de se faire la lecture. Il va avec quelqu'un, voilà. Quand il dit qu'il est seul, là, qu'il aime être seul, c'est pas ne pas être avec un secrétaire, hein, avec un amanuensis, une main, amanuensis, hein, voilà. Donc tantôt il écrit, on verra que par exemple, à un moment donné, il a passé la plume à Marie de Gournay, sur l'exemplaire de Bordeaux. Hein. Bon, c'est connu, mais pas assez. Elle est bonne quand c'est bon, elle est bonne pour ça, elle n'est pas bonne pour 95. Enfin bon, elle est bonne pour voilà. Là c'est bon. Bon, pardon, je bon. Non, simplement pour... pardon. D'abord, j'ai dit bonjour à Robert et à Pascal, qui n'avais pas vu un moment, et leur dis bonjour. Non, simplement pour
Tu as évoqué à un moment donné l'idée qu'il sait faire le pour et le contre, qu'il est capable en quelque Oui. sorte. Mais ça, c'est un travail de collégien, ça. Bien sûr, C'est bien la sûr. dispute, c'est la Bien dispute. sûr. On est tout à fait capable de dire, Voilà. de défendre le blanc et puis après le noir, pareillement, quoi. On est dans ce débat-là en permanence. Mais en permanence. Et le stobé dont je parlais, même depuis longtemps, c'est stobé, c'est bon de se marier, c'est pas bon de se marier. Voilà, voilà. On a toute la liste des possibilités, des arguments possibles, sous forme de citation. Ça va être montré tout à l'heure. Oui. Alors, voilà la question. Mes transcriptions, oui, en PDF. Les transcriptions, oui. Comme pour tout ça, toutes les transcriptions, c'est fait, c'est livré. Mais ce que vous attendez, pas encore.